Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vive le patrimoine, un numéro exceptionnel, vous l'aurez compris, puisque je suis ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, place du Trocadéro à Paris. Nous suivrons ceux et celles qui ont choisi de redonner vie à notre patrimoine, les restaurateurs d'art, plus précisément les apprentis restaurateurs. Pour m'accompagner, j'ai demandé à l'un de nos plus célèbres architectes, le décorateur Jacques Garcia, de m'accompagner dans cette découverte. Nous serons aussi en compagnie de Léopold Sanchez, journaliste au Figaro Magazine, notre partenaire. Avant de les retrouver, je vous propose de regarder la première partie de notre reportage qui est consacrée à la formation des restaurateurs d'art, que ce soit les livres, les tableaux, les sculptures, les meubles, tous subissent les outrages du temps et ces apprentis docteurs, en quelque sorte, doivent apprendre à poser un diagnostic, doivent apprendre à connaître la maladie de leurs patients pour pouvoir les restaurer. Regardez, c'est un reportage de Yannick Mahé. Restaurateurs, apprentis, ils sont au chevet des objets de notre patrimoine. Des gestes précis qui fascinent, on connaît moins les raisonnements qu'il y a derrière. Des jeux de pistes érudits aux allures d'enquête policière. Le public peut imaginer que restaurer, c'est recoller, faire des bouchages et puis redonner un aspect différent, satisfaisant. En fait, c'est beaucoup plus riche parce que le restaurateur allie les compétences de l'artisan d'art ou de l'artiste avec d'autres compétences qui sont absolument indispensables pour faire cette mutation. Les connaissances scientifiques d'une part, pour comprendre comment fonctionne la matière, comment elle vieillit ou comment agissent les matériaux de restauration, et des connaissances historiques qui lui permettent de resituer cet objet dans un contexte plus général et d'avoir une approche un peu plus subtile, un peu plus différenciée que la première intervention à laquelle on pense a priori. Nous sommes dans les ateliers de l'Institut national du patrimoine, l'une des formations d'élite des futurs restaurateurs. L'ordre du jour, cette petite œuvre votive prêtée par un musée. Première inspection, premiers indices et premiers questionnements, l'enquête démarre, direction le XVIe siècle. Après, il faut voir si le vernis est facile à dissoudre ou pas, voilà, parce qu'il a l'air assez particulier. En tout cas, il est extrêmement épais. Donc je pense que là, pour un peu mieux situer le tableau, je pense qu'il faut aussi que tu passes par l'aspect histoire de l'art, hein, vraiment d'approfondir l'image, voir un petit peu à quelle époque on a ce type de... Voilà, sachant que, quelles sont les grandes périodes d'utilisation du cuivre comme support. 16e. Voilà, on voit arriver les plaques de cuivre, c'est une sorte d'enquête. La moindre expression matérielle qu'on va trouver, que ce soit sur la face, sur le revers, l'utilisation de certains matériaux, vont nous donner des indices pour mieux resituer l'œuvre dans son contexte historique, stylistique, mais aussi dans son contexte matériel et dans ce qui lui est arrivé au cours de tout ce temps. Les prochains indices se trouvent dans les livres. Il y a en effet le mémoire de Laurence également, qui est vraiment bien fait de ce point de vue-là. Les mémoires ou le trésor de la bibliothèque de l'Institut, le deuxième plus grand fonds documentaire spécialisé d'Europe. Le restaurateur va piocher parmi 50 000 notices, 25 000 monographies ou comment tout savoir sur la chimie d'un matériau. Donc nous, ça nous permet d'avoir des exemples en fait, pour pouvoir travailler, pour savoir vers quoi s'orienter, vers quel produit s'orienter. Quand on travaille sur des œuvres, donc là l'œuvre qu'on a à l'atelier, donc est sur cuivre. Plusieurs siècles après leur publication, ces ouvrages renseignent toujours sur les techniques de leur époque. Des raretés bibliographiques qui côtoient d'autres comptes rendus tout aussi précieux, les constats d'état. Des véritables fiches d'identité des objets, on y recense toutes les informations possibles sur l'œuvre et son contexte. Nous sommes ici à l'école de Condé, autre formation d'excellence à la restauration, mais les techniques et raisonnements sont identiques. Le constat d'état, où on diagnostique et où on répertorie en fait toutes les altérations que l'on trouve sur la pièce.
où on étudie également la pâte, l'engobe et toutes les caractéristiques de la pièce. Et toutes les altérations vont être ensuite diagnostiquées afin de pouvoir émettre une proposition de restauration. Retour à l'INP, où les étudiants bénéficient de l'expertise d'un laboratoire scientifique. Nous avons également un ensemble ici de chromatographie en phase gazeuse. Par cette méthode, on va pouvoir identifier les liants des peintures et les vernis. Fluorescence, stratigraphie, polymérisation, les outils semblent sortis d'une série télévisée. Un restaurateur, c'est quelqu'un qui doit avoir une très bonne compréhension de la matière, donc ça va nécessiter une formation scientifique pour comprendre le comportement de la matière et qu'il n'intervient pas seulement sur la matérialité de l'objet, mais il va remettre aussi en valeur, en exergue, un certain nombre d'aspects immatériels de l'objet. De la petite à la grande échelle ou de l'objet au territoire, en quelques décennies, la notion de patrimoine s'est étendue. Visite à l'école de Chaillot. Ces élèves sont déjà tous architectes, ils suivent ici une formation d'architectes du patrimoine. Ce sont eux qui conduiront bientôt les grandes restaurations publiques. L'exercice porte aujourd'hui sur la ville de Saint-Omer. Mais vous êtes sur des territoires qui étaient faits pour de l'observation, donc quelle manière vous avez de reconquérir le paysage, les fortifications pour redonner à voir le paysage. Quand vous allez dégager la ville années 50, qu'est-ce que vous allez dégager? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vous allez donner à voir? On vient de terminer ce qui s'appelle un diagnostic urbain et paysager sur cette ville. Donc c'est une étude qui comprend une analyse historique, paysagère, économique à partir d'un certain nombre d'éléments de documentation, essentiellement de visites sur le terrain, de photos, de croquis, etc., qui nous donne un état des lieux de cette ville, une connaissance de cette ville. Et aujourd'hui, on fait un peu le bilan de cette phase d'étude et on va passer en phase de projet. Là, on est sur une phase assez critique du projet, c'est-à-dire qu'ils ont compris un peu l'histoire de la ville, ils ont compris son patrimoine, ils ont compris pourquoi elle est là. Et puis, il faut qu'ils arrivent à se projeter dans son avenir et à dire, bon, maintenant, où est-ce qu'elle va, cette ville? Conclusion, la restauration passe d'abord par la compréhension. Un raisonnement commun au petit comme au grand patrimoine. Une fois le diagnostic établi, n'en reste plus qu'à passer à l'acte. Jacques Garcia, bonjour. Léopold Sanchez, bonjour. Alors Jacques Garcia, merci d'être là dans cette magnifique salle des moulages de la Cité de l'architecture et du patrimoine. On est place du Trocadéro. Je suis ravie que vous soyez là parce que vous représentez quand même ce qu'il y a de mieux dans la décoration, dans le patrimoine. Vous avez décidé d'en faire votre cheval de bataille, la restauration du patrimoine. Donc on était content de vous avoir ici. Vous êtes, vous, un collectionneur, un amoureux des objets, comme les apprentis restaurateurs qu'on a vus dans notre reportage. Alors peut-être pour vous situer, avant que vous nous parliez de vos collections, vous êtes l'un de nos décorateurs les plus connus partout dans le monde. Vous avez environ 30 à 40 projets par mois, d'après ce que je sais. Par an? Ah oui, non, par mois, ça ferait beaucoup. 30 à 40 projets par an. On va citer les hôtels les plus mythiques du monde, la Mamounia récemment, l'hôtel Coste. Vous avez refait aussi le musée de la vie romantique à Paris. Qu'est-ce qu'on peut dire encore dans vos grandes créations? Qu'est-ce qui, pour vous... Si vous voulez, ce qui a été un phénomène très, très intéressant dans mon job, c'est que j'étais a priori avant tout un amateur d'art, un collectionneur et voué à pratiquement une clientèle privée. Et le fait d'acheter Champ de bataille en 92, trop pauvre, pour des chaussures trop grandes, j'ai décidé pour pouvoir subvenir aux besoins d'un endroit comme Champ de bataille dont on parlera après, de changer de job. Et je me suis ouvert, disons, au domaine public grâce à une amie qui s'appelait Diane de Seigne, Diane Barrière de Seigne, qui était la propriétaire de tous les hôtels de Barrière. Et elle m'a dit, écoute, tu devrais faire des hôtels parce que ça rapporte beaucoup plus. Elle est elle-même... J'étais peut-être un peu intéressé de sa part,
parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à reprendre tout ça. Et c'est comme ça que ça a démarré, avec le Royal à Deauville, entre autres. Mais au départ, vous étiez collectionneur, pendant plus de 30 ans, Et vous que avez ça, collectionné... collectionneur et puis amateur d'architecture, évidemment. Donc à la fois faiseur d'architecture, amateur d'architecture et collectionneur. Alors votre chef-d'œuvre, c'est Champ de Bataille, on l'a dit, ce château qui est situé dans l'Eure. Et vous l'avez choisi vraiment de façon très spécifique, vous vouliez qu'il soit vide. C'est ça, Oui, que vous puissiez totalement le réinventer, c'est non? pas vraiment ça. Déjà, Champ de Bataille, c'est pas ce qu'on... Vous savez, dans un travail, chef-d'œuvre, c'est prétentieux comme idée. On va parler d'un grand œuvre. C'est moi. Le côté grand œuvre. Et grand œuvre, ça a quelque chose de plus. Parce que ça a le caractère de dépassement que je ne savais pas avoir en moi. Je ne savais pas que j'étais capable de me dépasser pour dépasser les difficultés administratives, les difficultés financières, les difficultés psychologiques, parce qu'on n'est quand même qu'un homme, et sortir un truc pareil en une génération, a priori, c'est absolument infaisable. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde, surtout, ne le faites pas. Vous m'avez dit que ce Parce serait à refaire, je ne sais pas si je perdrez referai. votre vie, et c'est franchement... Ah non, si c'était à refaire, je ne le referais pas, malgré le fait que je sois arrivé au bout. Mais, si vous voulez, ça m'a permis cette chose incroyable. Et j'ai choisi Champ de Bataille parce que je cherchais un lieu à Paris. J'étais propriétaire de l'hôtel Mansart-Sagone, qui est la maison que Mansart avait construite pour lui, sublime, plafond peint par Lebrun, Mignard, enfin bon. Et il me manquait un appartement pour l'ouvrir au public comme Camondo dans Paris. J'ai jamais pu l'avoir, donc j'ai pas pu le faire. Et je cherchais à la campagne, non pas un château, mais un palais, ce qui est le cas de Champ de Bataille, un palais susceptible de pouvoir recevoir les objets que j'avais pu acquérir, souvenant de provenance royale, ou en tous les cas beaucoup de choses saisies d'immigrés, puisque vous savez, en France, il y a eu une révolution, on a vendu tout le patrimoine. Parce que là, ici, on voit un patrimoine qui a été sauvé par justement les mêmes, souvent, qui ont aussi vendu tous ces objets provenant de Versailles, Fontainebleau et tous ces grands connaisseurs d'art de l'époque. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné, de racheter ces choses, si on avait la connaissance, de pouvoir non pas acheter une commode Louis XV, mais une commode Louis XV par un grand ébéniste et pour Louis XV, ce qui est peut-être la chose un petit peu... bon. Et c'est ça qu'il me fallait, un lieu permettant ça. Et comment s'est passée la restauration justement de Champ de Bataille? Parce que vous avez très mal, oui, ça c'est sûr, on l'a compris, ça a été douloureux. Mais vous avez, d'après ce que j'ai pu lire, voulu faire croire que des générations successives étaient passées par ce lieu. Oui, pas par ce lieu. Je voulais, et je veux encore d'ailleurs, je vous dis encore une fois, nous sommes un pays, je suis profondément républicain, je le précise, mais c'est ce côté, nous sommes des révolutionnaires dans l'âme. Contrairement aux autres pays d'Europe, nous, on détruit, on reconstruit. On détruit, on reconstruit. On détruit, on construit. On ne stratifie pas les choses. Et depuis la Révolution, en tous les cas. Et si vous voulez, ce qui m'amusait, c'est de faire en France un lieu stratifié de 15 générations, comme on peut le voir en Angleterre à Chatsworth ou à Blenheim, ou au Palais Colonna à Rome, ou au Palais Pallavicini, et de créer comme ça une espèce de goût qui serait additionné du jour de la construction du bâtiment, en l'occurrence Champ de Bataille 1650, et qui sera allé, on va dire, jusqu'à la fin en tout cas à la fin du 19e siècle. Dans la restauration à proprement parler, qu'est-ce qui est important à vos yeux aujourd'hui quand on parle de restaurer un lieu, un endroit? Il y a d'abord la compétence. Hein, ça, je pense qu'avant tout, c'est la compétence. Et je suis d'autant plus confronté à ça en ce moment qu'on m'a confié la mission de réorganiser les salles du Louvre pour ce qui est du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et je crois que, si vous voulez, ça part d'abord d'un phénomène, avant de penser jolie, lumière, ça part d'abord de l'esprit. Je crois que si on tourne le dos à l'esprit des choses, même si elles sont joliment présentées, on en fait le tombeau de Toutankhamon, et c'est très bien. Quelque chose de figé. On casse de notre propre action. Et étant français, étant plutôt cocorico, et
fan de deux époques qui sont encore interactives. On le voit, elles peuvent être très modernes, ces époques, si on les gère bien, si on les rend amusantes, si on ne les fiche pas dans une poussière dérangeante. Je dis bien une poussière dérangeante parce qu'il y a des poussières amusantes, mais il y a des poussières dérangeantes. On se rend compte qu'on est encore extrêmement proche de la philosophie du siècle des Lumières. Et heureusement, puisque c'est quand même quelque chose qui a habité le monde pendant plus de 200 ans. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut essayer de créer, ne pas se couper de ça, le recréer, parce qu'il faut fatalement le recréer. Je dis souvent, je préfère une reconstitution où on croit que tout est né là et où tout est faux, à une reconstitution où on vous dit tout est né là et ça fait terriblement faux. Terriblement artificiel. C'est quoi une poussière terrible. Dérangeante? La poussière dérangeante, c'est la poussière, la plus belle poussière pour moi. C'est, je ne citerai pas de nom, mais une maison que je connais à Bergerac, du XVIIIe siècle, qui appartient à un homme comme vous et moi. Il a hérité de ça, et cette maison avait été figée. Elle n'a jamais été ouverte pendant 100 ans. Donc vous rentrez dedans, et grâce à Dieu, il ne l'a pas touchée. Ça, c'est une chance. Donc ça, c'est de la poussière merveilleuse, parce que c'est comme, j'imagine, le jour où on a ouvert le tombeau de Toutankhamon et on l'a vu on a découvert comme il est. en l'état. Là, c'est extraordinaire. Ça, c'est pas la poussière dérangeante. Puis il y a la poussière du temps qui vient avec la philosophie de ceux qui l'habitent, qui n'assument plus et qui sont déjà décalés par rapport à la créativité de ceux qui ont fait le lieu. Et ça, c'est la poussière dérangeante. C'est la poussière dérangeante. Sur la restauration en tant que telle, quand vous achetez des objets partout dans le monde, vous en avez acquis un certain nombre pour champ de bataille, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir recours à des restaurateurs d'art ? Alors, j'ai pas eu recours, j'ai toute la journée recours à des... Et je voudrais juste expliquer que peut-être des choses importantes. Par exemple, je vais prendre un exemple le plus simple du monde. Prenons une boiserie, une très belle boiserie française, classique du XVIIIe siècle. Vous avez 5 intervenants. Vous avez d'abord la qualité du menuisier. Vous avez ensuite la qualité du sculpteur, pour la rénovation, j'entends. Vous avez la qualité du repareur, c'est-à-dire celui qui met le plâtre, on va appeler ça comme ça, sous l'or pour fixer l'or. La qualité du doreur, qui va donc faire un bel or avec des brunis, avec des patines, ce qu'on appelait des vernis au XVIIIe siècle, qui en fait étaient des patines pour que ce ne soit pas trop clinquant. Chose qu'on a complètement oubliée quand on rénove, souvent, boum, il faut des lunettes de soleil. Évidemment, ce n'était pas comme ça. Et puis, vous avez après la qualité du peintre, parce que c'est la même chose. On peignait avec de la peinture à colle de peau, c'est-à-dire une peinture qui a une espèce de transparence qui n'est pas cellulosique comme ça. Bon. Toutes ces compétences ont besoin de se maintenir. Et c'est évidemment extrêmement complexe, parce qu'elles ont souvent tendance à disparaître un peu, parce que manque de commanditaires. C'est en ça on peut toujours dire que c'est des gens riches, ou des fois on dit nouveaux riches, qui s'installent et qui commanditent ces choses-là. Enfin, ça permet de faire vivre ça des permet métiers. que ces monuments publics aussi puissent être restaurés. Parce s'il n'y a plus que la commande publique, ces gens disparaîtront. Et ça, on ne sera même plus à même de pouvoir restaurer les monuments publics. Et puis, moi, je l'ai vu, cette qualité d'artisanat. Je crois qu'on a dans nos souches vivantes, une force interne qui ne nous coupe pas de nos racines. Et par exemple, nous, Européens, je ramène ça, on a une espèce de manière de faire qui est très spécifique et un savoir-faire qu'on peut remettre en valeur. Et je l'ai vu à travers la Mamounia dernièrement, où, là on est au Maroc, un artisanat absolument fantastique, souvent mal dirigé par des commanditaires qui leur demandent de faire des choses tellement horribles qu'on se dit mais c'est horrible. Mais un savoir-faire, le savoir-faire est là. Si on les ramène à la source, si on les ramène à la qualité initiale, c'est-à-dire à tous ces bâtiments magnifiques qui ont été faits au Maroc entre le XIIe et le XVIe siècle, ils vous font la même chose. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on se dit, malgré les difficultés, malgré tout, finalement, tout se perpétue au fond de nous-mêmes. À la Mamounia, pour la Mamounia, ça a été un chantier colossal qui a duré plusieurs années. C'est un chantier colossal d'artisanat. C'est un chantier extrêmement rapide, puisque c'est 48 000 mètres carrés qui ont été rénovés intégralement, finalement, quand on remet en perspective. Intégralement en 3 ans. Alors on a dit c'est long. Mais attendez, quand vous faites travailler quelqu'un, c'est long de sculpter ça.
Or la mamounia, c'est ça en marocain, tout. Alors c'est un travail évidemment qui demande du temps. Vous avez des quantités d'hommes, et je dirais même que c'était rapide, puisque vous aviez jusqu'à 15, 20, 30 sculpteurs sur une cheminée, comme on peut voir derrière nous. Bon, c'est la force de ces pays qui ont encore une main-d'œuvre extrêmement brillante et qui sait faire. Et un savoir-faire qui existe et qui, en France, malheureusement, a quand même tendance à se perdre, non? Je dirais que le savoir-faire en France existe. On a des compétences phénoménales. Et d'ailleurs, moi, à travers mes chantiers, j'exporte énormément. C'est-à-dire que j'exporte le savoir-faire français. Là, en ce moment, on a un grand chantier en Angleterre. Pratiquement toutes les équipes sont françaises, avec des compétences invraisemblables. Donc, nous savons faire, mais nous ne sommes pas exploités, ce qui est très différent. C'est-à-dire que parce que nous n'avons plus de commanditaires français qui s'intéressent, ou en tout cas beaucoup moins, qui s'intéressent à ce genre de choses, évidemment, la quantité disparaît. Mais la qualité est là. Si on veut la trouver, on peut la trouver. Ouais, et le Louvre faisant appel à vous, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, énormément de oui, satisfaction, évidemment. Je veux dire, je ne veux pas faire cocorico, mais je suis extrêmement honoré, flatté. Merci. Non, bon, et en même temps, c'est tellement dans mes fibres, tellement tout ce que j'ai respiré depuis toujours, ce que j'ai aimé depuis toujours, que le Louvre, c'est compliqué parce que c'est deux côtés de la cour carrée où nous n'avons plus les structures. C'est-à-dire que je vais me retrouver dans une cathédrale. Donc il faut que je réinvente les cloisonnements avec les conservateurs, évidemment, tout ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que je n'ai pas voulu le faire seul. J'ai voulu fédérer. C'est-à-dire, je ne veux pas être le décorateur qui impose nerveusement à sa cliente rose ou vert. D'abord, ce n'est pas trop mon caractère, mais en plus, je trouve que dans le cadre du Louvre, ça doit être fatalement l'idée d'une équipe qui se regroupe, qui trouve des éléments, des boiseries, les boiseries d'époque par époque, qui correspondent le mieux aux objets qu'on va avoir à présenter, et puis après une qualité de savoir-faire, évidemment. Mais d'abord, un consensus sur la réflexion globale qui permet de revaloriser auprès du public ce qu'est cette chose insensée, qui est ce moment de la France où pendant plus de 200 ans, nous avons dominé le monde culturel, dans la littérature, dans tout. Et donc, si vous voulez, tout ça ne peut pas petit à petit, soi-disant, oui, c'est plus d'actualité, papa. Ça ne veut rien dire, ça, c'est absurde. Les Égyptiens ont tenu 2000 ans, je ne vois pas pourquoi nous en tiendrions que 200 ans. C'est ridicule. Donc il faut absolument remettre en charge, expliquer que c'est pas parce que c'est si que c'est ringard. Peut-être amener, quand on dit de la modernité, c'est pas nécessairement du design, c'est simplement l'idée de vivre dedans. Par exemple, quand j'ai refait l'hôtel Coste, j'ai fait dans le genre 19e, alors on a dit oui, c'est le spécialiste du 19e. Tout Paris est rentré là-dedans, c'est l'endroit le plus branché de la ville, on peut dire. Et ça, je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est une évidence. Vous avez à toutes les tables, toutes les stars du monde entier sont toutes là. Bon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis des sièges Napoléon III, mais j'ai baissé les tables de 4 cm, les sièges de 4 cm, et on dîne tout bêtement dans un restaurant comme dans tous les autres, mais avec une attitude qui est celle d'aujourd'hui, comme nous sommes là en ce moment décontractés. C'est ça un peu de modernité. Et je pense que si on sait, à travers des couleurs qui nous parlent, à travers des matières qui nous parlent, au Louvre évoquer tout ça, eh bien à la fois on présente des chefs-d'œuvre, à la fois on est fidèle à l'âme et à l'esthétisme des choses, et puis en même temps, on est fidèle à ce dont on a envie pour demain. Léopold, le fait que Jacques Garcia soit appelé pour le Louvre, ça correspond à cette nouvelle manière de prendre en compte la restauration, parce que la restauration, ça date du 19e siècle, hein, c'est ça ? Oui, au fond c'est marrant aujourd'hui, c'est qu'au fond, on restaure ce qui a été la modernité d'époque révolue. Et c'est intéressant parce que c'est un phénomène qui est relativement récent. Vous parliez du Maroc. C'est vrai que dans l'esprit d'un artisan marocain, la restauration d'une chose, c'est pas évident. Et aujourd'hui en Europe, c'est quelque chose qui, depuis le 19e siècle, a pris une importance et est presque devenu aujourd'hui une véritable tâche sur laquelle l'État aujourd'hui s'intéresse, et on le voit. Et elle a considérablement évolué depuis l'époque où Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments français,
était chargé de faire d'abord un rapport de ce qui se trouvait, et ensuite, avec Viollet-le-Duc, se mettait à restaurer les monuments. C'est une vision qui a complètement changé. Aujourd'hui, on ne refait pas, on ne réinterprète pas, on essaie, comme vous le disiez, de travailler en retrouvant l'esprit, sachant où il faut s'arrêter, l'âme des choses, savoir la conserver, travailler de façon préventive aussi. Et tout ça, bien sûr, c'est aussi, je dirais, plus seulement un métier, c'est plusieurs métiers, c'est plusieurs Parce qu'on beaucoup a de mal passion. fait, à une époque, on a mal fait en voulant restaurer. Ben oui, Il y a eu des une choses époque, on a terribles. réinterprété, où on a plié un petit peu à l'esprit du temps, qui faisait qu'on dépassait un petit peu